Bonsoir et bienvenue dans le 7-8. Dans l'actualité de ce lundi 25 septembre, à quasiment 300 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, la colline d'Elancourt accueillait hier son événement test de VTT. 3000 spectateurs sont venus admirer les meilleurs athlètes du monde, une compétition qui a vu la victoire de deux Français, Loana Lecomte et Victor Koretsky. Rendez-vous réussi selon Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO qui était sur place. Près de la moitié des sièges du Sénat ont été renouvelés hier à l'occasion du scrutin des sénatoriales. Comme au niveau national, la droite reste majoritaire dans les Yvelines avec 4 sièges obtenus. Le mouvement présidentiel Renaissance conserve son siège avec Martin Lévrier. Et plus inattendu, la gauche yvelinoise fait son retour au Palais du Luxembourg avec l'élection de Ghislaine Séné. 1 million de malades sont soignés grâce au don du sang, mais les stocks sont loin d'être suffisants. Manque d'informations, peur du don, les raisons peuvent être multiples pour ceux qui hésitent. Ce geste primordial ne prend pourtant qu'une heure. TV78 s'est rendu à la maison du don au Chénet-Rocancourt. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'édition, retour sur l'événement Métamorphose urbaine. Il y a quelques jours, le département des Yvelines organisait à Chanteloup-les-Vignes ce premier colloque dédié à la transformation des quartiers prioritaires. Explication avec Catherine Arnoux, vice-présidente du conseil départemental. Un avant-goût des Jeux Olympiques à Elancourt, un test event grandeur nature a été organisé ce dimanche 24 septembre sur la colline qui va accueillir les épreuves de VTT à l'occasion des JO de Paris 2024. Objectif de ce rendez-vous, tester le tracé avec les athlètes, la restauration sur place, l'accueil des équipes et des journalistes et enfin tester la circulation des spectateurs sur et en dehors du site. Une mine d'informations très importante pour nous qui seront débriefées là dans les prochains jours. Mais globalement, les indicateurs sont au vert, le site il est très chouette, il plaît aux athlètes, il va y avoir de très belles compétitions l'année prochaine, on repart avec beaucoup d'énergie, on sait qu'il reste encore beaucoup de travail dans les 10 mois qui viennent, mais globalement on repart quand même avec plus de sérénité à l'issue de ce test. Au total, près de 5000 personnes étaient présentes sur place, dont 3000 spectateurs. Dans la foule, un VTTiste local qui est monté plusieurs fois au sommet de cette colline. Ça fait plaisir parce que depuis maintenant 25 ans quasiment, on organise la revancharde ici. Donc c'est nous qui avons créé les premiers chemins. Donc ça fait forcément plaisir de voir les chemins qu'on a pris étant tout petit et qu'on a créé être utilisés par les Jeux Olympiques. Je la reconnais, même s'il y a eu pas mal de travail d'effectuer dessus, pas mal de structures qui ont été montées, ce qui rend vraiment le circuit plus difficile que les courses qu'on organisait. Une belle journée sur le plan sportif également pour les Français. Chez les dames, Loana Lecomte termine première de cette compétition amicale et Pauline Ferrand-Prévot monte sur la 3e marche du podium. Chez les hommes, Victor Koretsky termine également premier. Mais le principal était avant tout de tester cette nouvelle piste olympique. C'est un parcours très exigeant techniquement et physiquement. Il n'y a pas de grosses parties, grosses montées longues, très physiques ou des gros trucs techniques qui font vraiment se poser des questions, mais le tout fait que ça reste hyper exigeant, du vrai VTT moderne en fait, et ouais, c'est top, et moi j'adore ces changements de rythme, et voilà, ça me correspond plutôt bien. Les supporters français rêvent déjà de voir ces Français briller de nouveau dans 10 mois sur cette colline d'Elancourt. Les épreuves de VTT pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront organisées les 28 et 29 juillet. D'ici là, les organisateurs vont améliorer des éléments de cette piste. Eh bien écoutez, une journée magnifique. D'abord une météorologie très favorable, c'était pas le cas en milieu de semaine. Encore vendredi ici il tombait des cordes. Donc on a pu voir la qualité du terrain qui en moins de 24 heures a intégralement séché. D'un point de vue accès, c'était un point très important pour nous. Vérifier que l'accès Jean-Pierre Timbaud pour le public fonctionnait bien et que l'accès rue Alacola était également utilisé pour les accrédités et toute la partie technique. Bien écoutez, le fonctionnement est à 100% optimal. La partie transport est très réussie. On aura des points de réglage, c'est aussi le but de ce genre de test. Donc on a vu qu'on avait un petit point de faiblesse sur l'arrivée en gare de Saint-Quentin et la reprise des navettes. C'est un point qu'on avait déjà signalé d'ailleurs en phase préparatoire auprès d'Île-de-France Mobilité. On a encore quelques endroits peut-être où les passages pour les spectateurs sont un peu étroits. Je pense qu'il y aura nécessité, tout en respectant les règles écologiques qui sont très strictes, de les élargir un petit peu. On est fin prêt à entreprendre la dernière phase de travaux, celle qui nous amènera jusqu'aux Jeux Olympiques dans maintenant un petit peu plus de 10 mois.
l'héritage, on le voit déjà. C'est déjà le fait d'avoir une piste de VTT, d'avoir expulsé de ce lieu le maximum de plantes invasives. Il y a eu un très gros travail écologique qui a été fait. Ensuite, nous aurons la création pendant 1 an des pistes complémentaires. Ces pistes qui vous permettront à vous et à moi et à l'ensemble des Saint-Quentinois et de ceux qui viendront de toute la France de pratiquer un VTT pas seulement de haut niveau, mais du débutant jusqu'au plus haut niveau, avec, je le rappelle, 5 couleurs de pistes différentes, un peu comme au ski, des bleus, des jaunes, des verts, des rouges, des noirs. Le meilleur héritage, ça sera de le rendre aux familles pour qu'elles puissent se promener et en même temps voir des sportifs de haut niveau, de moins haut niveau qui utiliseront ces pistes. La droite conserve sa majorité au Sénat, c'est également le cas dans le département. La liste Une équipe pour toutes les Yvelines menée par Gérard Larcher arrive en tête des sénatoriales avec plus de 57% des voix. Elle perd cependant un siège par rapport à la précédente mandature. Ce renouvellement sénatorial conforte la majorité sénatoriale de la droite et du centre et témoigne de son ancrage territorial. Dans un contexte politique marqué par l'absence de majorité au sein de l'Assemblée nationale, plus que jamais, le Sénat incarne ce pôle de stabilité, ce point d'équilibre de la République face à la crise profonde que traverse notre pays. En deuxième position, Ensemble, agir pour les Yvelines, la liste de la majorité présidentielle conduite par Martin Lévrier conserve son siège avec près de 15% des voix. La réaction, elle est de quelqu'un qui est fier du travail accompli, d'une équipe qui a su gagner presque 90 voix en 6 ans, donc ce qui est une preuve d'une véritable implantation même auprès des élus du département. Et ça, c'était très très important de montrer que nous étions sur le terrain et que nous avions valorisé le terrain. Mais la grande surprise de ces sénatoriales vient de la gauche. Une nouvelle voix pour les Yvelines totalise un peu plus de 13% des suffrages. La tête de liste Ghislaine Séné obtient donc un siège. La gauche yvelinoise fait son retour au Palais du Luxembourg après 6 ans d'absence. Cela montre que, et à la fois, quand les partis de gauche se font l'union dans les Yvelines, en fait, grâce à cela, on a pu retrouver le poste que nous avions perdu en 2017. Je crois que la voie de l'écologie et de la solidarité doit se faire plus entendre au Sénat. Dans les Yvelines, 8 listes étaient candidates, notamment le Rassemblement national et la France insoumise, qui arrivent respectivement en 4e et 5e position. Elles ne décrochent pas de siège. Quant aux sénateurs élus, ils entreront en fonction le 2 octobre prochain, première séance dédiée à l'élection du président de la Chambre haute. Le procès de l'attentat de Magnanville a débuté ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Un homme de 30 ans comparé seul pour complicité d'assassinat terroriste, kidnapping et association de malfaiteurs terroristes criminels. Cet individu proche du terroriste est accusé d'avoir été présent sur les lieux du crime au moment des faits. Le 13 juin 2016, un couple de policiers, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, ont été assassinés au couteau à leur domicile de Magnanville. Le terroriste avait été abattu par le raid. Le verdict du procès est attendu pour le 10 octobre. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le rectorat de Versailles de nouveau dans la tourmente. Après la révélation d'autres courriers menaçants adressés à des familles, c'est notamment le cas d'un père qui avait dénoncé des faits d'attouchement sexuel sur sa fille en mars dernier. L'académie était déjà dans le viseur depuis la publication de la lettre adressée aux parents de Nicolas, l'adolescent victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé début septembre à Poissy. Ce week-end, Charline Avenel, l'ancienne rectrice qui était au poste au moment des faits, a présenté ses excuses à la famille dans les colonnes du Parisien. En pleine polémique, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu au rectorat cet après-midi. La première école de commerce de Mantes-la-Jolie ouvre en octobre. Baptisée Mantes School of Business, l'établissement pourra accueillir 180 étudiants. Les inscriptions pour la rentrée 2023 sont encore possibles. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à début novembre sur le site de l'établissement. 4 BTS et 2 bachelors sont proposés. Peut-être que comme moi, vous avez longtemps hésité à donner votre sang. Pour moi, c'était la peur des aiguilles. Pourtant, j'ai sauté le pas il y a 2 ans avec Julien Leroy derrière la caméra. On va vous montrer comment ça se passe. S'il y a de nombreuses collectes mobiles, des dons peuvent être faits à la Maison du Don du Chênay Rocancourt. Je suis accueillie par un membre de l'équipe de collecte qui vérifie mon identité et me donne un questionnaire à remplir avec une bouteille d'eau à boire entièrement.
Là, je suis un plan très large surtout. D'accord. Mon questionnaire est rempli, je patiente avant de rencontrer un médecin. L'occasion de faire le point avec Stéphane Noël, le directeur de l'EFS Île-de-France. Stéphane Noël, bonjour. Bonjour. Alors on dit que historiquement les stocks sont bas, c'est toujours le cas en 2023 ? Alors historiquement, on espère qu'ils ne soient jamais trop bas. Et notre travail, c'est en permanence d'anticiper les choses pour faire en sorte que tous les jours, les patients de la région aient les produits sanguins dont ils ont besoin pour être pris en charge. Donc oui, nous rencontrons régulièrement des périodes de forte tension sur les stocks. Et tout ça, on l'a rencontré beaucoup pendant la crise Covid. On l'a rencontré en d'autres circonstances pendant les ponts durant le printemps. Et puis actuellement, c'est la rentrée. La rentrée est classiquement une période pendant laquelle les stocks sont tendus, voire très tendus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les produits sanguins ont une durée de vie qui est très limitée. 42 jours pour les concentrés de globules rouges, 7 jours pour les plaquettes. Et de fait, tous les jours, il faut absolument reconstituer les stocks des produits qui ont été consommés la veille. C'est le moment du rendez-vous avec le médecin pour s'assurer que je peux donner. J'ai bien entre 18 et 70 ans et je pèse au moins 50 kilos. Mais secret médical oblige, cette séquence ne sera pas enregistrée. Si l'on connaît le fameux O négatif, les groupes sanguins de personnes originaires des continents africains, indiens ou des Caraïbes sont très recherchés. On les appelle les sangs rares. Bonjour madame. Bonjour. C'est enfin le moment de donner. Claire Marron, infirmière, va s'occuper de moi. On y va, chère madame ? On y va. C'est le passage le plus compliqué pour moi, mais pas de douleur particulière, pas plus qu'une simple prise de sang. En moyenne, c'est entre 8 et 10 minutes, d'accord ? C'est pas un concours, parce qu'on prélève quand même 480 millilitres. Donc il faut que votre organisme soit relax, d'accord ? Les 10 minutes sont écoulées, on peut passer au moment convivial. 20 minutes sont à respecter pour s'assurer que vous pouvez repartir. Boisson, collation et échange avec l'équipe. Et voilà, le don est terminé, ça nous a pris 1 heure très exactement. À la fin, on m'a remis un document avec des consignes à respecter pendant les prochaines heures et les prochains jours. Prochain don pour moi, peut-être dans un peu plus de 8 semaines. Le but, ne pas dépasser les 4 sur 12 mois complets. On commence par du golf. L'Open de France a livré son verdict ce dimanche après 4 jours de compétition sur le golf national de 50 ans en Yvelines. C'est le japonais Ryo Hisatsune qui remporte la victoire. Le golfeur asiatique de 21 ans gagne la compétition avec un score total de -14. Il devance de 2 coups le danois Jeff Winter et l'anglais Jordan Smith. Le premier français Julien Brun termine en 6e position de ce 105e Open de France. On écoute le japonais. Je ne pensais pas pouvoir gagner. Mais j'ai gagné maintenant. Je suis très content. C'est ma première victoire. Je suis si heureux. Un peu plus tôt ce dimanche, la 44e course Paris-Versailles était organisée à partir de 10h. Sur l'avenue de Paris, Riyad Guerfi accroche un premier Paris-Versailles à son palmarès avec un chrono de 50 minutes et 45 secondes. Il devance le Bolivien Héctor Garibay. Chez les femmes, Samantha Fekto s'est imposée en 59 minutes et 5 secondes avec 3 minutes d'avance sur l'américaine Catherine Golding. Le rendez-vous a réuni plus de 25 000 coureurs cette année. Ils sont partis de la Tour Eiffel pour arriver à Versailles en passant par la Côte des Gardes. Kevin et Guillaume Thorin, 2 coureurs originaires des Yvelines, ont filmé ces images de leur course. On regarde. En football, le FC Versailles chute à domicile dans le championnat de national. Les Versaillais se sont inclinés ce vendredi sur leur pelouse face à Villefranche-Beaujolais sur le score de 1-0 à l'occasion de la 7e journée. Après ce résultat, les joueurs de la Cité Royale pointent à la 15e place du championnat à 3 points du dernier Épinal. Prochain match ce vendredi 29 septembre sur la pelouse de Nancy. Toujours en football, les dirigeants du PSG ne seraient pas tout à fait satisfaits de leur nouveau centre d'entraînement à Poissy. La raison, il y aurait trop de vent sur le training center. Certains salariés qui y travaillent confient qu'il est difficile d'avancer lorsqu'il arrive de face à certains endroits du lieu. Le bruit de l'autoroute A13 serait aussi un élément perturbateur pour le staff, les joueurs et les employés. Le nouveau centre d'entraînement devait être inauguré à l'automne, mais la date a été retardée. Enfin, on termine par du rugby. On jouait ce week-end la 2e journée de Fédéral 2. Plaisir s'impose sur le terrain de Versailles sur le score de 38-21. De son côté, Maison Lafitte s'incline sur la pelouse d'Auxerre 25-19. Au classement, Plaisir est premier avec 10 points. Versailles est 9e et le MLSGP est 10e.
Un ciel voilé au menu de votre journée de mardi dans les Yvelines. Il fera 14 degrés à Versailles, Mantes-la-Jolie et Rambouillet, 13 degrés à Houdan. Même condition l'après-midi. Côté température, ça grimpe avec 23 degrés prévus sur l'ensemble du département. Et demain, mardi 26 septembre, nous fêterons les Cômes. Tout de suite, l'invité du 7-8. Un premier colloque dédié à la transformation des quartiers prioritaires. Le département des Yvelines l'a organisé ce jeudi 21 septembre sous le phénix de Chanteloup-les-Vignes. Et pour en parler, Catherine Arnoux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire justement de la commune de Chanteloup-les-Vignes, mais aussi vice-présidente du conseil départemental en charge de l'insertion et de la rénovation urbaine. Sur les quartiers politiques de la ville dans les Yvelines, il y en a 31, un quartier prioritaire, ce qui représente une population de 157 000 habitants. Un sujet d'importance. Pourquoi tout simplement lancer ce premier colloque, pourquoi organiser cet événement ce jeudi 21 septembre à Chanteloup-les-Vignes? D'abord pour partager la volonté politique du département. Depuis 2015, le département s'est lourdement engagé, je crois que c'est le seul département de France qui a mis cette volonté politique, à accompagner les quartiers prioritaires dans leur transformation. Pas seulement ceux qui avaient été retenus par l'État au titre de l'Agence de rénovation urbaine, mais aussi tous les quartiers qui étaient déjà en politique de la ville et qui avaient montré déjà des fragilités urbaines. Nous avons accompagné, donc dans un premier mandat, nous avons accompagné 13 quartiers prioritaires. Et puis nous continuons notre volonté politique dans ce deuxième mandat en étant attentifs à ces quartiers qui soit sont en quartier prioritaire, soit sont en décrochage, soit sont en risque de décrochage. Parce que l'intelligence de la politique, c'est d'arriver avant. C'est de voir ce qui a été le drame de nos quartiers prioritaires depuis 40 ans et de savoir donner aux collectivités, aux élus et aux habitants les moyens de transformer durablement leur quartier. Donc ce programme, c'est Prior Yvelines et on ne parle pas que de rénovation urbaine, c'est un programme un peu plus global pour ces quartiers prioritaires. Alors, le département a pris lourdement la compétence politique de la ville. Ça regroupe évidemment l'urbain, parce que là, on va être beaucoup dans l'urbain. Mais l'urbain, qu'est-ce que c'est? C'est pour accompagner les habitants à mieux vivre, à avoir non seulement une qualité de vie, mais une qualité de service que peuvent lui proposer les collectivités locales, mais qui ont besoin pour ça de l'appui du département. Alors, oui, c'est l'occasion aussi de penser la ville de demain. Cette ville qui a été construite qui ont été construites toujours dans des conditions extrêmement rapides, qui évidemment ne pensait pas du tout développement durable. Il y a 40 ans, ça n'était pas le thème, et qui pensait assez mal l'insertion et l'inclusion. Donc on a voulu, et c'est ce qui est aujourd'hui, les échanges, c'est en fait d'échanger d'abord sur ce que fait le département, les projets, mais aussi d'échanger nos compétences, d'échanger nos regards, éventuellement de dézoomer nos regards avec des intervenants extérieurs qui nous expliquent, qui nous font dézoomer et repenser. Et puis c'est aussi mettre l'accent sur cette petite particularité du département des Yvelines qui, dans son accompagnement à la politique de la ville et au renouvellement urbain, s'est donné une vocation forte, c'est la vocation éducative. Et l'essentiel des projets de renouvellement urbain des Yvelines, ce sont des projets qui sont tournés autour de l'éducation, essentiellement autour de l'enfant, aussi autour de la petite enfance, et puis aussi autour de cette ville inclusive qui doit effectivement inclure tous les habitants des quartiers. On va revenir sur le programme de ces tables rondes. Vous avez parlé d'acteurs justement pour vous accompagner durant cette journée. Qui sont-ils? On imagine des experts sur la question de la rénovation, sur la question des quartiers prioritaires? Alors des experts de notre territoire, parce qu'il y en a beaucoup, des experts d'autres territoires qui ont déjà un passé et une lecture de la rénovation urbaine, et puis des experts qui regardent l'évolution de la société dans sa globalité. Et on a pu justement interroger quelques-uns de ces experts qui étaient présents pour cette journée du jeudi 21 septembre. J'interviens sur la thématique de l'urbanisme temporaire, transitoire, et dans les cadres des projets de renouvellement urbain, l'ANRU considère que c'est une opportunité pour améliorer la transformation du cadre de vie des habitants. Donc pour moi c'est très intéressant, c'est de valoriser ce sujet-là et de partager les acquis des différents acteurs du renouvellement urbain avec la communauté professionnelle qui va être réunie aujourd'hui. On travaille depuis quelques années avec le département des Yvelines et récemment avec la ville de Trappes, et c'était une bonne opportunité pour nous de venir présenter le travail qu'on fait depuis de nombreuses années avec le département et la ville de Trappes sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de fragilité. Il y a deux grandes façons de trouver des solutions. La première, c'est soit essayant de prendre le problème d'une autre façon, d'aller faire des approfondissements, des nouvelles façons de récolter des données, de cerner mieux le problème, et après essayer de concevoir des solutions. Ça, c'est la première grande façon. Et l'autre façon, c'est vraiment en co-construisant la solution avec l'ensemble des parties prenantes. Il faudrait essayer de trouver les solutions tous ensemble,
avec nos angles, les mettre ensemble, nos angles d'analyse, les mettre ensemble et essayer vraiment à partir de là de se mettre en synergie pour fabriquer une solution un peu plus globale pour l'enfant et non pas juste découper les différentes séquences de vie de l'enfant. Et donc, ces experts ont pu animer ces 3 tables rondes. Catherine Arnoux, alors on détaillait un tout petit peu ce qui s'est passé lors de cette journée du 21 septembre. Il a été question notamment de la ville inclusive, vous l'avez dit tout à l'heure. De quoi s'agit-il justement ? Alors la ville inclusive, c'est comment dans des quartiers qui sont des quartiers d'habitat collectif extrêmement denses, comment on peut repenser la ville pour que tout le monde y trouve sa place. Qu'on soit en situation d'emploi ou en situation de chômage, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit en situation de difficulté scolaire et tout, comment tout le monde peut trouver sa place dans cette nouvelle lecture de la ville. Et puis c'est aussi, la ville inclusive, c'est aussi penser la ville qui ne souffre pas des dérèglements climatiques, c'est-à-dire comment accompagner ces territoires à la lutte contre le dérèglement climatique. Vous savez que c'est une vraie problématique. Les appartements des logements sociaux construits il y a 40 ans sont très chauds en été, très froids en hiver. On a besoin d'accompagner. Et puis la ville elle-même a besoin de ces îlots de fraîcheur, alors que ce sont des villes très minérales. Et donc comment on peut repenser la ville pour tous ? Il y a aussi une solution qui a été évoquée au cours de la 2e table ronde, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme temporaire. Qu'est-ce que c'est l'urbanisme temporaire ? Alors, l'urbanisme temporaire, c'est comment positiver d'une difficulté. La difficulté, c'est ces programmes de renouvellement urbain sont des programmes qui sont extrêmement longs et qui doivent mettre autour de la table beaucoup d'intervenants, qui doivent faire participer complètement les habitants à l'évolution des quartiers. Et ce sont des programmes très longs. Pendant ce temps long, qui n'est pas toujours le temps de l'habitant, il y a des lieux qui, en fait, perdent leur première vocation parce qu'ils ont été, par exemple, vidés de leur première vocation parce qu'ils vont être démolis. Et puis, il y a des lieux qui vont se transformer. Et avant leur étape ultime, avant le moment où ils auront effectivement la vocation qu'on leur a donnée au long terme, on n'imagine pas que ce puisse être des temps morts avec des lieux vides. Et comment penser ce temps intermédiaire, à la fois pour créer des actions, pour créer d'autres idées, actions qui vont en fait nourrir le programme à venir aussi. Donc voilà, c'est le temps intermédiaire qui est un temps qui est trop long pour les habitants et dans lequel on a décidé de donner du corps. Et la dernière table ronde, c'était donc transformer ces quartiers aussi en transformant l'offre éducative, d'éducation ici sur Chanteloup-les-Vignes. Vous avez été entre guillemets précurseur puisqu'il y a ce nouveau dispositif, les cités éducatives. L'une des premières dans les Yvelines, si ce n'est même la première, a été lancée du côté de Chanteloup-les-Vignes. C'est la cité éducative Simone Veil. L'éducation, c'est, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, une part importante, une partie importante pour aussi œuvrer à la transformation de ces quartiers. L'éducation, c'est d'abord la certitude d'accompagner nos enfants pour devenir des hommes et des femmes qui prennent place dans la société. L'éducation, c'est aussi remettre le parent au cœur de ce dispositif qui n'est plus seulement le dispositif de l'enseignement. L'éducation, c'est aussi ce que regarde un parent qui arrive sur un territoire, comment mon enfant va pouvoir être entouré, accompagné. Et donc, le lieu, le bâti et les projets qui sont autour de l'éducatif sont le centre de l'évolution de nos collectivités locales et un peu plus dans ces quartiers. Dernière question, on l'imagine, viendra après un bilan de cette journée d'échange autour de la question des quartiers politiques de la ville. Est-ce que ça pourra nourrir peut-être un futur travail départemental qui est déjà enclenché, mais est-ce que ça pourra servir, nourrir votre réflexion ? Alors bien sûr, mais pas seulement l'idée et la pensée du conseil départemental, l'idée c'est aussi que les partenaires eux-mêmes se nourrissent de ces travaux en commun, à la fois des projets que porte le département, de l'ambition qu'il y met, mais on sait très bien que l'ambition, elle doit se décliner au niveau local et elle doit se décliner par les élus, par les habitants, par les partenaires, par les éducateurs, enfin par tout le monde. Et je pense qu'il y aura d'autres métamorphoses urbaines. Merci Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'insertion et de la rénovation urbaine. C'est la fin du 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.